Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va se faire plaisir et on va inaugurer un nouveau format avec Léa Lezé, que je vous ai présenté il y a tout juste un mois. Ce nouveau format, c'est un format questions-réponses dans lequel j'ai récupéré un certain nombre des questions que vous pouvez vous poser, vous, auditeurs, et auxquelles va donc tenter de répondre Léa. Je vous invite à me faire part de vos commentaires sur ce format, et si ça vous plaît, évidemment, on se fera le plaisir de recommencer. Je vous souhaite une très belle écoute, et je vous dis à très vite. Salut Léa, et écoute, c'est un grand plaisir de te retrouver, quelques semaines seulement après notre première vidéo, et d'autant plus un plaisir qu'on va inaugurer ensemble un nouveau format sur ce podcast qui est un format questions-réponses. Yes, merci beaucoup de m'inviter. Moi, je suis toujours open pour ce genre d'échange et ces sujets-là en plus que tu présenteras, mais qui me passionnent énormément. Donc j'espère que je pourrai répondre à un maximum des questions et puis qu'on va s'amuser. Super, bah ça tombe bien, on a la même passion. Donc, je vais donner en quelques mots les règles du jeu de cet exercice. L'idée, c'est que je vais te poser tout un tas de questions un peu en vrac, mais j'ai quand même essayé de les regrouper par grandes thématiques. Donc, il y a 4 thématiques qui sont les défunts, la réincarnation, les guides et notre expérience d'incarnation sur Terre. Et voilà, et à l'intérieur, il y a pas mal de questions. Donc, l'idée, c'est que tu puisses, toi, un peu te connecter, savoir me répondre selon ce qui te vient. Et puis, si possible, de manière concise, en tout cas pas trop développée, c'est un peu le challenge, pour pas que la vidéo fasse 12 heures, même si ça serait passionnant. Ouais. Forcément, on perdrait quelques personnes au passage. Je me permets juste un petit truc avant de commencer. Ouais. Moi, ce que je voudrais dire aux gens qui nous regardent, c'est que effectivement, je vais donner des réponses sur des concepts et des choses qui finalement passent par mon prisme de compréhension actuelle. C'est-à-dire qu'on ne parle pas de vérité immuable et tout ce que je vais pouvoir dire finalement, c'est voué à être amélioré, étoffé, retravaillé, reconsidéré. Et peut-être même que moi-même, je me regarderai plus tard en me disant en fait, là, je rajouterais peut-être ça à ma réponse. Ouais. Donc voilà, c'est important d'avoir l'humilité de se dire que c'est le prisme d'une personne et ne remettez pas en question toute votre vie, votre expérience parce que je dis noir et que vous pensez blanc. Voilà. Super, merci d'avoir fait cette précision parce que effectivement, j'en parle souvent et c'est très important pour moi, cette notion d'angle de vue. Il n'y a pas une vérité, mais il y a des vérités et quelque part, chaque angle de vue apporte sa propre vérité. Tout à fait. Donc, merci pour ça, c'est hyper important de le préciser. Avec plaisir. Donc, c'est parti. Alors, sur les défunts, la première question, c'est est-ce qu'un défunt doit forcément totalement se désimprégner de l'incarnation qu'il vient de terminer avant de pouvoir se réincarner? Alors, il n'y a pas de est-ce qu'on doit pas. Moi, je reste assez, pas persuadée, mais en tout cas, je reste assez connectée à l'idée de conserver ce qui nous est utile et ce qui nous paraît juste et de délaisser ce qui n'est pas forcément juste. Je pense que cette question-là, elle aborde l'incarnation comme étant finalement l'existence dans un temps linéaire, ce qui est le cas effectivement pour nous en tant qu'être incarné. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il y a une interconnexion entre chaque incarnation. C'est-à-dire que toutes nos extensions de conscience sont connectées les unes aux autres. On n'est pas forcément connecté de manière pleine et entière à toutes nos extensions de conscience, parce que ce serait un joyeux bordel, hein, autant se le dire. Mais, mais par contre, pour certaines incarnations, on va être connecté à un certain nombre d'extensions de conscience parce que ces expériences en interconnexion viennent ajouter une sorte de plus-value d'information, d'expérience, de connaissance, même de liens d'âme, de liens avec les personnes qu'on connaît dans nos existences. Donc, je dirais qu'il n'y a pas de devoir de désimprégnation. Je dirais plutôt que de manière juste, on se déconnecte des extensions de conscience d'autres incarnations qui n'ont pas forcément d'utilité et qui viendraient juste rajouter du brouhaha pour l'esprit. D'accord. Voilà.
Et si, par exemple, je termine une incarnation dans laquelle je finis avec encore en moi des sentiments de colère, d'injustice, de vengeance, ou genre de, tu vois, Mm. d'éléments un peu négatifs, est-ce que il serait nécessaire de se les enlever, entre guillemets, avant de pouvoir se réincarner? Ou est-ce que, quelque part, bah, je peux encore me les trimballer après? Alors, là, ça fait partie des réponses où j'ai pas forcément... mon concept n'est pas figé. Ma manière de percevoir les choses n'est pas figée, donc c'est voué à évoluer clairement. Il y a un concept qui m'est arrivé il n'y a pas très longtemps, c'est celui de la conscience, alors on va dire plutôt du corps mémoire, c'est-à-dire que de la mémoire qui se détache de la conscience quand la conscience se décorpore. C'est-à-dire, moi, Léa Lezé, je décède, voilà, je pars de l'autre côté. Eh bien, il y a cette mémoire, j'ai envie de dire ce corps mémoire qui peut rester sur Terre, c'est-à-dire les Hmm. mémoires émotionnelles, les mémoires d'expérience. Il y a une partie qui peut rester sur Terre justement parce que c'est trop dense, c'est pas forcément... comment dire, c'est pas forcément quelque chose qui est voué à être emmené de l'autre côté. C'est aussi pour Ouais. ça, c'est la différence, et je vais essayer de pas switcher dans les thèmes que tu veux aborder, mais parfois on perçoit certains défunts mais qui ont l'air un peu inertes. On a l'impression qu'ils sont un peu perdus. Il y a pas vraiment, on sent qu'il n'y a pas de prise de décision, etc. Bah, généralement, c'est on a accès directement à ce corps mémoire. La conscience du Hmm. défunt, elle est déjà partie ailleurs. Ouais. Donc, du coup, je me suis perdue. C'était quoi déjà la question? Excuse-moi. Bah, c'était en gros, bah, je suis terminé ma vie en colère. Oui, c'est ça. Euh, Tu vois, est-ce Effectivement. que je continue à me la trimballer? Alors, on peut se le trimballer dans le sens où, effectivement, si ça sert à l'incarnation suivante, il y a des choses... En fait, l'information, on va la conserver. L'information, de l'émotion, de la colère, tout ça, on va forcément la conserver. C'est de l'information. C'est pas quelque chose d'extérieur à la conscience. Par contre, Hmm. la partie un peu plus dense de ces émotions-là, généralement, je considère que soit elles restent sur Terre parce qu'il y a une accroche par rapport à la Terre, au lieu, Hmm. aux personnes, etc. Soit en fait ça se... Voilà, c'est juste, ça se termine avec le mouvement de Ouais, conscience, ça quoi. C'est s'évapore, quoi. ça. Hmm. Hmm. Oui, on peut dire que Ok. ça s'évapore. Là, j'ai envie de dire, le concept, je l'ai pas abouti suffisamment pour te dire ça s'évapore ou ça reste là, ou ça... Ok, Point d'interrogation. pas de souci. Est-ce que nos défunts, ils ont accès à nos futurs potentiels? Ah, c'est une bonne question, ça. Alors, est-ce qu'ils ont accès à nos futurs potentiels? J'ai envie de dire ça dépend des défunts. Parce qu'en fait, la conscience, quand elle se décorpore, encore une fois, quand elle passe de l'autre côté, toutes les consciences ne vont pas avoir le même état de conscience, Hmm. ne vont pas atteindre les mêmes endroits, et donc ne vont pas avoir accès aux mêmes informations. Alors je parle toujours d'expérience, hein, donc mon expérience elle reste limitée dans cette incarnation. De tous les défunts avec lesquels j'ai pu connecter, il y en a certains, on sent qu'ils ont accès à une multidimensionnalité exceptionnelle. Parce que justement, de toutes leurs expériences, de toutes leurs extensions de conscience et de leur état d'être actuel, oui, c'est possible pour eux et il y a vraiment l'expérience et surtout en fait, ils ont suffisamment évolué, et alors quand je dis évolué, c'est pas haut ou bas, hein, ils ont Hmm. suffisamment avancé dans leur objectif et dans leur état de conscience pour avoir comme la possibilité d'avoir cette responsabilité. C'est un petit peu comme la différence entre un enfant et un adulte. On va pas laisser les mêmes responsabilités à un enfant qu'à un adulte. Et Ouais. pour autant, l'enfant et l'adulte ont tous les deux une existence aussi valable et valide. Ouais, il n'y a pas vraiment de jugement de valeur là-dedans. C'est simplement l'évolution et l'apprentissage. Bah là, c'est pareil. Certains défunts vont pas avoir l'état de conscience suffisant ou nécessaire pour pouvoir connecter à ces informations-là. D'autres le pourront potentiellement. Après, de là à estimer que ce soit vraiment... Si. Non, mais je reste sur ma réponse. Certains le peuvent. Par exemple, Ok. je me permets, dans les livres de Seth parle ou les Mhm. matériaux de Seth, on se rend bien compte que lui, il a
il a cet état de conscience qui lui permet d'accéder non seulement aux existences passées, mais aux existences futures, aux futurs probables, etc. En fait, il y a une espèce de, D'accord. ouais, de connaissance pluridimensionnelle, multidimensionnelle. Et des âmes comme ça expérimentées, donc qui auraient potentiellement cet accès à ces Mm. informations, est-ce qu'elles auront les informations que des âmes avec lesquelles elles ont été en connexion durant leur incarnation terrestre, ou est-ce qu'elles peuvent avoir accès à potentiellement au plan de vie ou au futur d'autres âmes qu'elles connaissent pas forcément? En fait, ça dépend de l'orientation de leur conscience. C'est-à-dire qu'à un moment, en fait, à un moment donné, on peut se dire aussi que, euh, comme nous sommes finalement tous plus ou moins connectés, on se rend bien compte que même quelqu'un qu'on ne connaît pas à côté de nous va pouvoir nous communiquer ses émotions ou son état d'être. On peut se dire finalement Hmm. assez facilement que lorsqu'on est absous de cette corporalité, on a accès à tout ce que l'on souhaite et effectivement, d'expérience, encore une fois, la conscience, elle s'oriente selon son intention. Donc finalement, si le Ok. défunt a l'intention de se connecter à quelqu'un, là, d'un coup, et puis il est connecté à cette dimension, cette personne, même s'il ne l'a pas connue avant, globalement, j'estime qu'il peut avoir accès à tout ça, ouais. Ok. De même manière, si, admettons que je suis une âme expérimentée, je viens donc à décéder, je suis de l'autre côté et je suis quelqu'un de très curieux sur les mystères de la Terre. Mm. Est-ce que je vais pouvoir avoir accès à la compréhension de tous ces grands mystères? Alors, je pense que ça dépend des raisons pour lesquelles une conscience souhaite connecter à ces mystères. Parce qu'encore une fois, pour moi, il y a vraiment une espèce de logique qui dépasse même les âmes les plus expérimentées. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on est de l'autre côté qu'on est dans la source informationnelle de tout. Hmm. C'est pas parce qu'on est une âme expérimentée qu'on est suffisamment expérimenté pour pouvoir comprendre la complexité infinie de tout ce qui existe et de tout ce qui est. Et je pense qu'on a toujours, de toute façon, des paliers, des sortes de frontières à ne pas dépasser parce que expérimenter ne veut pas dire conscient de tout. Et parfois, je pense qu'on pourrait faire de grosses bêtises simplement parce qu'on est expérimenté, parce qu'on a quand même, malgré Hmm. tout, ce petit biais de l'émotion et de l'amour et de la volonté d'aider, peut-être. Alors, on peut se dire ça. Alors, par volonté d'aider, on a envie de transmettre une information à quelqu'un, par exemple, qui est encore sur Terre. Voilà, on le voit sur Terre, on se dit, ah là, ça serait bien qu'il sache ça, parce que comme ça, il pourrait faire ce choix-là. Sauf que Hmm. si il le savait, Ouais. drame. Donc je pense qu'on, de toute façon, et c'est un ressenti que j'ai déjà dans ma propre expérience, que je constate chez les personnes que j'accompagne, etc., il y a des choses qu'on ne doit pas savoir et puis finalement ça ne nous aiderait pas tant que ça. Donc expérimenter ou non, il y a toujours des frontières à ne pas dépasser, je pense. Ok. Je comprends et tu viens d'en parler que quand on quitte donc une incarnation, on va quelque part revenir à un état de conscience qui est plus ou moins l'état de conscience de notre âme, selon son expérimentation. Mm. Qui dit plan de conscience dit fréquence vibratoire, hein, on parle de la même chose. Et sur ce plan de conscience, sur cette fréquence, je comprends qu'on y côtoie les âmes qui se situent au même niveau de conscience. Jusque-là, on est bon? Et je dirais Oui ou non? que pour apporter une petite subtilité, j'estime qu'on a quand même une marge de manœuvre. C'est-à-dire que, et moi j'aime souvent l'image de l'échelle. J'aime bien donner cette image-là parce que je trouve qu'elle est parlante. Mettons que tu sois au troisième barreau de l'échelle au niveau de ton état de conscience. Ben, tu vas quand même avoir accès à quelques barreaux au-dessus et quelques barreaux en dessous. C'est aussi ce qui fait par exemple qu'un médium au quotidien, parfois il va pouvoir connecter avec des guides ou des êtres qui sont un peu plus évolués, ou parfois des êtres qui le sont un peu moins, ou alors des êtres qui sont dans un état de fréquence un peu plus élevé et d'autres un peu moins. Il y a toujours une marge de manœuvre. Cette marge de manœuvre, en fait, elle dépend aussi, encore une fois, je pense, de ton expérience et de ta connaissance en tant qu'esprit, quoi, tout simplement. Mais pour moi, il y a une marge de manœuvre. Donc après, on peut estimer que finalement c'est la même chose, peut-être même en plus vaste. Il y a quand même une marge de manœuvre, une marge de connexion à différentes dimensions, un peu plus vaste que notre propre dimension de conscience. D'accord.
Dans cette logique-là, est-ce qu'on peut imaginer que, je sais pas, mettons qu'une âme, tu vois, elle quitte son incarnation et elle est restée vraiment ancrée dans des croyances Mhm. qui font qu'elle recrée son univers Mhm. lié à ces croyances-là. Mhm. Euh, et que cette âme, imaginons qu'elle ait relativement peu évolué, elle a côtoyé durant son incarnation sur Terre des âmes beaucoup plus évoluées, peut-être dans sa famille. Est-ce que dans cet état qu'elle a créé, dans cette nouvelle réalité qu'elle se recrée après de son départ, est-ce qu'elle peut, est-ce qu'elle va être quelque part isolée dans cette réalité, loin de ses autres âmes, ou est-ce qu'elle va quand même avoir accès à ces autres âmes? Alors, moi j'aimerais juste préciser une chose par rapport à ma conception. C'est que pour moi, quand une conscience s'isole dans un état mental qui est créé finalement par ses peurs et ses convictions, on parle vraiment de conscience et pas forcément de son âme. Parce que son âme, elle, c'est vraiment la source d'information. C'est son état primordial, c'est-à-dire l'état, j'ai envie de dire, omniscient. Donc en fait, ce qui va s'enfermer dans un état mental particulier, c'est vraiment l'extension. Alors moi, quand je parle d'extension de conscience, encore une fois, je donne des images pour expliquer. J'aime bien parler de la pieuvre. Pour moi, l'âme, c'est la tête de la pieuvre. Et chaque incarnation, chaque extension de conscience, c'est une tentacule. Et en fait, la pieuvre, elle a, je crois, 9 cerveaux, parce que je crois qu'elle a 8 tentacules plus sa tête. Et en fait, j'estime qu'il y a une conscience isolée dans chaque tentacule, mais la conscience globale dans la tête. Donc l'âme, c'est la tête, et chaque extension de conscience est une tentacule. Et donc en fait, là, on parle de la tentacule. Ouais, tout à Voilà. fait. J'espère que c'est clair. Non, mais c'est très clair, c'est très clair. C'est très intéressant de voir ça. Enfin, l'image est très parlante, je trouve, Voilà, pour le coup. c'est globalement comme ça que je conçois les choses. Alors, j'explique les choses telles que je me les explique à moi-même quand je les découvre au fur et à mesure. Hmm. Et en fait, effectivement, quand une conscience s'isole dans un état mental, parce que là, on parle finalement d'une sorte d'état mental, enfin, c'est pour moi à cheval entre un état mental et un état imaginaire. Hmm. C'est-à-dire, encore une fois, je donne beaucoup d'images pour expliquer, mais je ne sais pas comment faire autrement. Je vois un peu les choses comme un fruit qui aurait donc le noyau, la pulpe et la peau. Et finalement, la conscience, c'est le noyau, et elle peut accéder à différents états de conscience, donc des états de conscience modifiés, qui vont correspondre à des couches, voilà, autour du noyau. Et plus les couches sont proches, plus ça va être proche de la densité, donc des émotions, des états mentaux, on va dire involutifs, etc., etc., des choses qui sont plus logées dans l'esprit humain, voilà, l'esprit dense. Et puis plus tu t'éloignes, et plus tu vas finalement être dans des états de conscience modifiés qui sont plus subtils et qui vont être beaucoup plus dans l'interconnexion à tout ce qui est autour de toi. C'est ce qui fait la différence, par exemple, entre les moments où on va être dans nos inquiétudes constantes, etc., dans notre tête, et les moments où on va être en état, par exemple, de transe ou de méditation, et où là, ça va être beaucoup plus vaste. Donc, il y a plusieurs couches, hein, les couches d'émotion, de mental, de rêve, de connexion avec les êtres subtils, etc., etc. Quand une conscience s'enferme finalement dans une espèce de monde créé par son imaginaire et par ses inquiétudes mentales, finalement, elle va se bloquer dans une certaine couche, un certain état de conscience qui peut durer plus ou moins longtemps, mais en fait, la notion de temps, elle nous échappe un peu dans ces cas-là parce que Oui. le corps n'existe plus. Enfin, en tout cas, on a été dissocié du corps. Et d'expérience, de ce que j'ai pu remarquer, il est assez difficile d'accéder à une conscience qui s'est enfermée dans cette bulle-là. Et généralement, en fait, c'est comme un être humain incarné, c'est-à-dire qu'il y a parfois des périodes où on n'a pas de prise directe sur ce qu'on vit. Et les autres autour ont beau nous parler, communiquer avec nous, c'est presque comme si on les entendait pas. Il y a on est comme hypnotisé, alors c'est pas toi que je vais apprendre ça, c'est Ouais. même plutôt toi qui vas me l'apprendre. Mais il y a une espèce d'état de... Alors peut-être que du coup tu pourras rectifier ce que je dis, mais comme une espèce d'état d'hypnose où finalement c'est comme un entre-deux. Et sauf que là, c'est un entre-deux où on revit des choses qui sont pas forcément chouettes. Mais à certains moments,
Des êtres plus évolués, effectivement, peut-être des proches, peut-être des êtres qui nous ont accompagnés pendant plusieurs incarnations, etc. Peut-être nos extensions de conscience aussi, nos autres Mhm. incarnations, vont pouvoir de temps en temps utiliser des brèches pour nous contacter. Ça ne veut pas dire que ça va fonctionner tout de suite. Mais en Mhm. tout cas, ce sont des essais, et puis à un moment donné, voilà, enfin, cette conscience qui s'est enfermée elle-même va finir par sortir de ce truc-là, en fait. Mais c'est difficile, Ouais, c'est très difficile d'atteindre une conscience qui est dans cet état-là, ouais. d'accord. Parce que tu parlais du coup de, si je reprends cette fameuse métaphore là de la pieuvre Mhm. qui est intéressante, je trouve elle est bien visuelle, cette super conscience, l'âme, qui avec ses tentacules là, a quelque part la compréhension de tout ce qui se joue et la connaissance de tout ce qui se joue. Est-ce que c'est elle qui va essayer de rappeler à elle cette conscience un peu enfermée, euh, et elle va utiliser d'autres de ses consciences, d'autres de ses tentacules pour le faire? C'est comme ça que c'est ça l'idée? Moi, j'ai tendance à penser, et peut-être que certains me contrediront dans ce que je dis, j'ai tendance à penser que l'âme, c'est pas forcément un état de conscience actif, mais plutôt un état de conscience passif, qui est comme un petit peu le disque dur dans lequel sont stockées Hmm. toutes les informations. Ce qui fait d'ailleurs qu'en tant que extension de conscience, on est dans un état actif d'expérience, d'expérimentation, de prise de décision, d'orientation de conscience, etc. Et par nos expériences, on va venir nourrir cette conscience informationnelle passive. Je sors des mots là, waouh, les gens vont se dire, non mais, oh là, qu'est-ce que... C'est ça, va falloir écrire un bouquin là. Non, conserver la pieuvre, c'est plus intéressant. C'est ça, c'est mieux. On va s'arrêter à la pieuvre. Non, mais voilà, j'ai vraiment plutôt, actuellement en tout cas, cette manière de penser. C'est un petit peu comme on parlerait du tout. Tu vois, quand on parle du Hmm. tout, de cette information globale, pour moi, c'est l'information qui est contenue. Oui, Et c'est cette oui. information contenue qui, par effet de résonance, de projection, je ne sais pas comment l'appeler, va se manifester sur d'autres plans. Mais Hmm. finalement, à la Ok. base, elle est relativement passive. C'est quelque chose qui Passive, existe, ouais. qui est, mais qui ne fait pas forcément. Pour moi, l'âme, c'est pareil. L'âme, elle est. Nous, on fait. Par contre, Ouais. effectivement, comme elle contient toute l'information, elle est cette information à laquelle toutes les extensions de conscience se connectent, donc toutes les tentacules sont connectés à la tête. Les tentacules peuvent, par connexion à la tête, décider d'interagir les unes avec les autres. Ok. Est-ce que c'est clair? Ouais. Ok. Et à ton sens, moi je pense que c'est pas quantifiable, hein, mais je tente quand même. Il y a combien de tentacules? Non, là, je sais pas. Non, non, j'en ai aucune idée. Ouais, j'en ai aucune idée. Et puis en plus, encore une fois, hein, je suis en pleine évolution comme tout un chacun. Donc il y Oui, a oui. des concepts sur lesquels je suis vraiment pas. Oui, oui, mais j'ai la sensation que c'est pas forcément Ouais, c'est quantifiable, en tout ça. cas pas pour notre cerveau C'est humain. ça. Et puis en plus, la question qui se pose, c'est ok, l'âme, c'est une information, il y a les tentacules. Mais est-ce que certaines tentacules se manifestent dans des dimensions matérielles? D'autres tentacules qu'on ne voit pas sont manifestés dans des dimensions immatérielles. Mais combien il y a de dimensions matérielles et immatérielles dans chaque plan? Tu vois, en fait, c'est d'une Ouais, complexité c'est extrême. ça. Donc, je C'est le moment préfère de dire prendre que un je sais pas. Doliprane. Voilà. Ok, très bien. On va passer sur le thème de la réincarnation. Yes. La première question que je souhaiterais te poser, c'est est-ce qu'une âme qui est finalement dans son cycle d'incarnation sur Terre relativement au début, Mm. est-ce qu'elle a, alors je dis âme, hein, âme, conscience, tu corriges, Ouais. mais est-ce qu'elle a tous les éléments quand elle revient sur les plans subtils pour décider elle-même de sa prochaine incarnation, ou est-ce qu'elle est plutôt guidée, ou est-ce qu'on lui dit, tu vois, dans une première partie de son cycle d'incarnation, c'est plutôt d'autres âmes plus expérimentées, d'autres des guides, d'autres énergies qui vont l'aider à concocter un peu son parcours. Alors, moi, je reste assez persuadée. Enfin, j'aime bien. On va parler d'affinité avec des idées. Là, c'est vraiment. J'aime bien l'idée de faire une petite réunion d'équipe avant de s'incarner
et finalement de prendre des décisions et aussi de prendre conscience que on ne décide pas de tout. Encore une fois, je te disais tout à l'heure que dans ma conception des choses, on a toujours des frontières de Mm. connaissances qu'on ne peut pas dépasser parce que simplement on ne pourrait pas le concevoir, parce que c'est pas juste non plus pour nous de le savoir. Donc je pense qu'il y a globalement quelque chose qui est encore de l'ordre de l'information immuable, de l'information passive qui s'inscrit de toute façon dans une décision d'incarnation. C'est ce qu'on voit aussi dans les thèmes astrologiques, etc. C'est que finalement, j'en parlais avec Cécile, une amie qui a un compte intéressant qui s'appelle Food Astro. J'en parlais avec elle, elle me parlait de programmation, et qu'elle avait l'idée de l'astrologie comme étant une programmation d'incarnation. Eh bien, c'est finalement un petit peu ça, et pour moi, c'est cette information immuable qui finalement s'inscrit dans l'incarnation au moment où on prend la décision de s'incarner. C'est un peu la part de non maîtrisable qui fait un peu opposition ou complémentarité au libre arbitre. Tu vois? Et Ouais. les deux s'imbriquent Ouais. ensemble et forment la sphère de l'existence. Va falloir penser à déposer des concepts après cette Ouais, vidéo. voilà, il va y avoir beaucoup de copyright. Non, je rigole, je n'oserais pas faire ça. À l'opposé, une âme qui aurait fini son cycle d'incarnation sur Terre et qui, imaginons, viendrait sur Terre pour, par plaisir, en tout cas, on ne vient jamais que par plaisir, mais en tout cas pour aider, dans d'autres intentions. Est-ce qu'on peut imaginer que cette âme-là, imaginons que dans sa vie, elle a des actions pas très sympas, elle se crée une sorte de karma qui l'oblige à revenir s'incarner sur Terre alors qu'elle a fini son cycle d'incarnation. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Est-ce qu'une âme, en gros, qui a fini son cycle d'incarnation, elle peut créer un karma qui va l'obliger à repartir dans une sorte de matrice ou pas? Alors, encore une fois, je pense... Enfin, j'ai du mal à me dire qu'on décide absolument de tout. De créer un karma, créer une incarnation, tu vois, tout ça, c'est... je pense que c'est plutôt un lien de cause à effet qu'un lien de décision, tu vois, propre. C'est-à-dire que tes agissements et tes incarnations vont créer ce qu'on appelle ce karma, même si c'est un terme qui est un peu biaisé Oui. aujourd'hui. Mais en fait, pour moi, le karma, c'est une sorte de mémoire et toute information, finalement, a aussi par complémentarité un lien de cause à effet. Elle va avoir un effet dans le matériel. Après, je pense que ce karma-là, il va se dispatcher aussi entre toutes les incarnations. Moi, j'estime qu'il n'y a pas de karma punitif. Parce qu'on a tendance à penser ça aussi, qu'il y a une espèce de karma punitif. On entend souvent les gens dire mais qu'est-ce que j'ai fait à quelqu'un, qu'est-ce que j'ai fait de mal pour mériter ça. Non, non, du tout. Là où par contre, effectivement, il peut y avoir un lien de création, on se crée quelque chose, c'est qu'il y a toujours pour moi l'appel de l'équilibre. Tu vois, c'est un petit peu pour moi l'arcane de la justice dans le tarot de Marseille, c'est que effectivement, d'un côté, il y a toujours le juste équilibre, mais à partir du moment où tu déséquilibres les choses, eh ben, il va falloir trancher à un moment donné. Et pour moi, la question de trancher, c'est comment je vais faire pour rééquilibrer, comment je vais re-segmenter chaque chose, comment expliquer ça? Par quelle manifestation je vais pouvoir rééquilibrer, pas rajouter, mais recréer une certaine justice et harmonie en conséquence. C'est équilibré en fait. Tout ce qui me paraît déséquilibré, il va falloir le rééquilibrer à un moment donné. C'est la voie du milieu finalement. On est en quête d'équilibre, toujours. Et cet équilibre, ce rééquilibrage, est-ce qu'il passe forcément par une nouvelle incarnation ou est-ce qu'il peut être équilibré autrement sur les plans subtils ou Alors, on a une multitude d'expériences, j'ai envie de dire, de vie non incarnées. Et d'ailleurs, dans nos rêves, on en a des morceaux, des petites parties. petites bribes, voilà, des petites bribes. Donc finalement, on expérimente tel que c'est le plus juste, encore une fois. L'expérience, elle n'est pas exclusivement matérielle.
Et Ouais, d'ailleurs, là, pendant qu'on est en train de se parler, et tous les deux, on est en train d'expérimenter aussi dans l'immatériel. C'est simplement que bien notre sûr. conscience, elle est appelée à s'orienter vers la matière actuellement. Mais si on était dans un état de conscience modifié, on serait en train de vivre ce qu'on vit dans nos rêves, finalement. Donc Hmm. je pense qu'on équilibre par tous les outils qui nous sont proposés, même ceux dont on n'a pas conscience. Ouais, bien sûr. Justement, tu parles de multidimensionnalité. Donc, tu as dit tout à l'heure, effectivement, que la notion de temps et d'espace, quand on est désincarné, elle est plus du tout la même. Mhm. Euh, Ça veut donc dire que ce qu'on appelle nos vies antérieures, elles sont pas vraiment antérieures, mais elles sont plutôt parallèles, parce que tout se déroule quelque part en même temps, Mhm. Ah, oui, simultané, parallèle, on peut ouais, simultanément. ouais. Voilà. Est-ce que ça veut dire que dans notre état, par exemple, moi aujourd'hui, dans cette incarnation-là, j'ai d'autres parties de moi qui peuvent communiquer de manière subtile avec moi? Mhm. Et si oui, ça sert à quoi? Alors, de la même manière qu'en tant qu'être humain, on va parfois se nourrir de nos émotions, parfois de nos idées, parfois de nos interactions avec les autres êtres humains autour, parfois des objets qu'on est amené à toucher, etc. Cette interconnexion entre plusieurs parties de soi-même ou plusieurs euh, dimensionnalités de notre environnement, eh bien, ça va juste construire une sorte de réalité donnée, à mon sens. C'est comme l'idée des futurs probables, en fait, qui sont bien existants, valables et valides sur d'autres plans. Nous, on va choisir de manière orientée de vivre, de manifester un futur probable. Et pour ça, on se sert de tous les outils qui sont à notre disposition. Et tous ces outils-là, en fait, ils sont tellement nombreux que ça nous sert à la prise de décision, ça nous sert finalement. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on va prioriser plus un outil qu'un autre? Ben, ça, c'est quelque chose qui m'échappe finalement. Mais Hmm. je pense que ça dépend encore une fois de l'orientation de la conscience, de l'intention et de notre volonté première. Vers quoi je veux aller? Voilà. Et qu'est-ce que je Hmm. suis capable de manifester, de donner, de... Voilà, qu'est-ce que je suis capable de surmonter, etc. pour pouvoir aller dans cette direction donnée que mon intention vise. Ok. Si je peux choisir en tant qu'âme mon contexte d'incarnation, ça veut dire que potentiellement, je peux choisir de m'incarner en même temps qu'une autre conscience de moi, dans la même époque, au même temps. Ça veut dire que potentiellement, je peux rencontrer une autre... je sais pas, je croise mon voisin et en fait, c'est moi. Alors, j'ai pas d'idée prédéfinie par rapport à ça. J'estime que c'est effectivement probable, mais j'ai la sensation qu'il y a comme une espèce de frontière de non-reconnaissance, encore une fois. Certains me contrediront, notamment dans ce concept de flamme jumelle, etc. Alors des concepts auxquels j'adhère pas forcément, mais ça c'est propre à chacun, vraiment. C'est propre à chacun, aucun jugement. On expérimente tous les choses à notre manière. Simplement, j'estime que euh, pour éviter toute interférence et tout déséquilibre, c'est important que chaque extension de conscience se sente unique. Hmm. Et donc, je pense et je sens qu'il y a des mécanismes de non-reconnaissance. Qu'on peut pas. Effectivement, peut-être qu'il peut y avoir des choses qui font ah, on se ressemble pas mal, ou alors on se ressemble pas du tout, parce qu'au final, mais il y a quelque chose qui fait que ça match. Il y a un truc qui fait que ça match. Mais ça, le fait que ça match, on peut pas se dire que c'est forcément parce que c'est une extension de conscience de notre âme. Expérimenter, c'est avant tout avoir l'illusion de l'individualité, de la singularité. Donc, oui, je pense que c'est possible de s'incarner une même époque dans des pays, planètes différentes. Mais par contre, il y aura une frontière de non-reconnaissance, à mon sens. Ok, ouais, ça me parle bien. Et attention, question Doliprane, ça fait mal à la tête. Euh, si je peux choisir mon contexte d'incarnation, Mm. ça veut dire que potentiellement je peux me réincarner dans le passé. Ok. Si je peux me réincarner dans le passé, partant de là, ça veut dire que mes agissements et les agissements de toutes les personnes qui sont réincarnées avec moi à la même époque vont modifier le futur. Ok. Ça veut dire que quelque part, il pourrait exister autant de passé et de futur
que de personnes, d'âmes, enfin de conscience incarnée, Ouais. puisque quelque part, bah, je sais pas, si je me réincarne dans une époque, imaginons, avant la Seconde Guerre mondiale, et les âmes qui sont, les êtres incarnés qui sont à cette époque-là, enfin, leurs agissements font que, par exemple, l'issue de la guerre, elle est différente, donc ça dessine un contexte complètement différent, donc quelque part un futur différent. Ça veut dire que, quelque part, il y a autant de futurs possibles, ou de passé, que d'expériences d'incarnation. Bien sûr. En fait, là, encore une fois, on place notre conscience dans la linéarité du temps telle qu'on la connaît en tant qu'être humain. Mais si on enlève les notions de passé, présent, futur, il n'y a que des expériences probables. Même quand je parle de futur probable, en fait, j'utilise le mot futur pour nous donner un repère temporel parce que c'est une dimension, c'est la temporalité qui est importante pour nous. Mais en fait, il y a juste une infinité d'expériences probables dont l'information est totalement valide mais pas forcément manifestée, en tout cas dans notre dimension actuelle et dans notre état de conscience actuel. Donc en fait, combien d'expériences probables ont interféré pour en arriver là? J'ai envie de dire, faut avoir une sacrée calculatrice pour pouvoir, pour pouvoir comprendre et calculer ça. Euh, mais oui, en fait, c'est même pas quantifiable. Et puis il n'y a pas plus de passé que de futur, il n'y a pas plus de présent que de... Non, en fait, il y a juste une infinité d'expériences probables. Et dans notre état de conscience, il n'y en a qu'une seule qui s'est manifestée, matérialisée. Ok, très bien. On va redescendre un peu dans les concepts. Qu'est-ce que pour toi une famille d'âmes? Comment tu le conçois, ce concept? Vas-y, lâche-toi. Le unpopular opinion. On a dit on ment pas. On est. Pour moi, c'est un petit peu, encore une fois, besoin de segmenter pour comprendre et c'est un élément repère. Parce que tu es autant de ma famille d'âme que la personne indienne, je sais pas où, ben, je sais pas moi, qui vit au pôle Nord ou en Afrique ou en Amérique, et une frère ou une sœur d'âme ou une famille d'âme. En fait, je pense que ce qui peut constituer cet élément, cette compréhension de famille d'âme, c'est plutôt les consciences auxquelles nous sommes connectés à l'instant T en tant que conscience individuelle. C'est-à-dire que là, moi, en tant que Léa, je suis connectée à d'autres consciences, à d'autres personnes, qui finalement vont avoir un lien direct ou indirect avec mon expérience. Ça peut être des personnes avec qui j'ai partagé d'autres existences, qui sont d'anciennes familles, donc enfin d'anciennes, qui sont des familles d'une autre existence, une autre conscience, extension de conscience de mon âme. Ça peut être aussi, je sais pas, ma famille actuelle, ceux que j'ai entre guillemets perdus et qui sont passés de l'autre côté. Ça peut être toutes les personnes qui sont de près ou de loin connectées à mon extension de conscience actuelle en tant que Léa. Ouais. Pour moi, c'est Oui, peut-être c'est-à-dire ça. que ta tentacule, entre guillemets, elle a eu des expériences d'incarnation avec tout un tas de C'est consciences. ça. Elle a créé des liens d'affinité. C'est ça. Et puis ces liens d'affinité, bah, ils se retrouvent quelque part dans ton expérience de Exactement. cette extension de conscience incarnée. C'est ça. Tout à fait. Ok, très bien, très clair. Très clair, je sais pas. J'ai essayé, hein, Bah, mais... ouais, moi ça me parle. Ok. Est-ce que le cerveau de cette pieuvre, donc la partie de notre âme, elle a, comment dire, une vibration, une identité particulière, tu vois? Je pense que oui. Oui, parce Au-delà, que... c'est-à-dire qu'au-delà de toutes les consciences incarnées qui ont leur propre vibration, qui ont leur propre personnalité liée à leur contexte d'incarnation, à leurs expériences, est-ce qu'il y a au-delà de ça une personnalité particulière? Alors, personnalité, c'est un terme qui, du coup, enfin, c'est difficile de trouver un terme qui corresponde exactement au concept de base, mais on va dire, on va utiliser celui-ci en se disant il faut vraiment le voir de manière très large. Oui, bien sûr, parce que ça me paraît être un non-sens de considérer que notre âme n'est pas une individualité d'une certaine manière, parce que sinon ça signifierait qu'elle est le tout.
Et dans ces cas-là, pourquoi on aurait un nombre délimité de tentacules d'extension de conscience? Parce que c'est ces extensions de conscience qui vont créer de la mémoire, de l'information, qui vont expérimenter et nourrir finalement, enrichir cette âme. Donc je pense que cette âme, elle est une portion du tout. Tu vois, c'est vraiment l'effet de l'échelle, encore une fois, l'effet de projection d'une extrême subtilité à une extrême densité. En fait, l'âme, elle est un premier palier de densité de l'information primordiale du tout. C'est-à-dire qu'il y a l'information primordiale du tout, et puis finalement, par projection de densification, bah, il y a notre âme, et puis après, il va y avoir notre esprit, puis après, il va y avoir notre mental, et puis tu vois, et puis notre corps. Donc oui, je pense qu'il y a effectivement une singularité, une individualité, parce que sinon, le concept d'âme serait un non-sens. Ok. Est-ce que quand on est sur le point de s'incarner sur Terre, en tant qu'âme, enfin en tant que conscience du coup, je change mon vocabulaire à chaque fois, on a une certaine appréhension, on a peur? Alors, oui, surtout dans les paliers intermédiaires entre le moment où on a choisi de s'incarner et le moment où on s'incarne. C'est-à-dire qu'encore une fois, à chaque fois, on parle de 3, 4 dimensions de conscience, enfin d'état de conscience, mais en fait, il y en a tellement. Pendant certains soins, notamment, je me suis retrouvée dans des états des états de conscience intermédiaires dans lesquels la personne se crée comme un environnement cocon en attendant de s'incarner. Et ces dimensions cocon, en fait, elles peuvent être par exemple occupées pendant la gestation du bébé. Tout le monde ne vient pas à partir du moment où l'embryon commence à se former, tu vois. Il y en a certains qui vont venir un peu plus tard, d'autres qui vont faire des tuk-tuk-tuk-tuk-tuk, des allers-retours. Il y en a qui vont arriver seulement à la naissance, et notamment, effectivement, il peut y avoir ces états de conscience intermédiaires où on observe un peu le truc en se disant bon, ok, là, ça Et veut dire pourquoi je suis revenu? va falloir que j'y aille, les gars, je voudrais bien revenir en fait, j'ai changé d'avis. Oui, oui, je reste assez persuadée qu'il y a certains moments où on n'a Ouais. pas envie de venir. Et c'est aussi ce qui va créer une certaine forme d'interférence et peut-être même des pathologies, des états anxieux ou des choses comme ça. C'est pas la seule raison, bien sûr, hein, parce que vous avez des états anxieux que vous n'avez pas voulu venir sur Terre. Il y a une multitude de raisons, mais en tout cas, dans cette raison-là d'appréhension d'incarnation, et ben effectivement, on peut retrouver après, durant l'incarnation, des pathologies ou des choses qui sont un peu des stress Ouais. post-traumatiques. Tu vois. Ouais, ouais, je comprends. D'accord, c'est intéressant ce que tu dis, et du coup, ça me fait écho à un livre qui s'appelle Les 9 marches d'Anne Givaudan, Hmm. que je vous recommande parce que c'est vraiment exactement ce que tu Ah, décris. je ne l'ai pas lu, donc Euh, c'est avec. et ben Je voilà, connais Anne tu vois. Givaudan, mais j'ai pas lu ce livre par contre. Et ben en fait, c'est simplement un livre qui parle justement d'une conscience qui va s'incarner et qui décrit toutes les étapes par lesquelles elle passe, et notamment de ces fameux cocons qu'elle se recrée Très avant de intéressant. s'incarner. Ah bah Voilà. écoute, je Donc, vais parce que j'ai pas encore lu de choses là-dessus, donc ça m'intéresse d'avoir un point de vue extérieur pour le coup. ok. On va passer au thème suivant qui est les guides. Euh, alors, sur les guides, il y a une première question que j'ai déjà posée à d'autres personnes, mais j'aimerais bien avoir ton avis là-dessus. C'est, je m'étonne qu'il n'y ait pas de consensus entre tous les médiums qui existent sur l'accompagnement de nos guides. À savoir, est-ce qu'on a un guide qui nous suit du début jusqu'à la fin? Est-ce qu'on en a plusieurs? Est-ce qu'on en a des guides qui se succèdent? Est-ce qu'on a un guide qui a, comment dire, qui est là sur toutes nos incarnations? Enfin, comment pour toi ça s'articule, cet accompagnement? Alors déjà, alors, je vais donner une première image qui, je trouve, représente bien ma conception des... On va parler de dromadaire. Non, je rigole. Euh, Dis donc, très intéressant cette image. Non, non, pas du tout. Ce que je voulais donner comme image, c'est celle de notre, encore une fois, de notre incarnation. Je trouve que notre incarnation actuelle, c'est la meilleure école en fait pour comprendre comment ça se passe dans le subtil. J'ai envie de dire, dans notre existence actuellement,
on va peut-être se choisir entre deux personnes et par exemple, on va dire notre mari ou notre femme ou notre époux, épouse ou si on n'est pas marié, peu importe. Mais en tout cas, on va généralement se choisir une personne qui va nous suivre pendant un bon paquet d'années. Parfois, c'est toute notre vie, parfois c'est une partie de notre vie assez longue. Et puis, on va avoir des amitiés aussi. Mais les amitiés, du coup, c'est un petit peu moins fusionnel dans le sens où généralement on ne vit pas avec nos amis, où c'est pas le même lien. Et puis on va aussi avoir nos voisins. Et puis nos voisins, on va se dire bonjour des fois. Et puis en fait, on a besoin d'une tondeuse pour la pelouse. Et ben, on va demander aux voisins qui nous prêtent une tondeuse. Et puis il va y avoir simplement ces rencontres du hasard qui fait qu'à un supermarché, on va rencontrer quelqu'un, on va avoir une conversation qui va tout changer ou qui va nous donner un déclic. Eh bien, c'est à peu près l'image que j'ai des guides. C'est-à-dire que pour moi, on se choisit, on se lie à d'autres consciences qui vont nous suivre, que l'on va suivre sur un plus ou moins long terme. Il va y avoir des liens plus rapprochés, des liens qui le sont un petit peu moins. Il va y avoir des rencontres occasionnelles qui justement vont se faire par le hasard des rencontres et parce qu'à un moment donné, c'est juste. Moi, je pense vraiment qu'effectivement, on fait des choix. Alors peut-être qu'on fait des choix de se suivre sur plusieurs incarnations. Et peut-être qu'à un moment donné, il y a une incarnation, finalement, le lien ne va pas se faire parce qu'il n'y a pas forcément d'intérêt non plus. Je pense qu'il ne faut pas se leurrer. Une conscience, elle ne va pas se donner, je ne vais pas dire corps et âme, mais âmes et âmes. Elle ne va pas se donner entièrement à une seule autre conscience. Un guide, il ne va pas se donner entièrement à nous. Je pense que ça serait peut-être manquer un petit peu d'humilité, parce qu'en fait, une conscience, elle est encore une fois multidimensionnelle, elle a une multitude d'expériences, et en simultané, un guide va pouvoir guider d'autres personnes, va pouvoir expérimenter sur d'autres plans en même temps, et ça n'empêche pas qu'il se donne avec beaucoup d'amour, et qu'il donne avec beaucoup d'amour pour nous, mais voilà, ça définit pas une identité, je suis le guide d'eux, et puis c'est tout. Voilà. Oui, donc ce que tu dis, c'est qu'il y a, en fait, il y a autant de possibilités que de personnes, quelque part. C'est en fait en fonction des choix et C'est des ça, c'est une affinités. question de Ouais. connexion, question d'affinité, question de décision. Enfin voilà, quelqu'un peut décider de s'incarner pour suivre une autre personne. Ça n'empêche pas que si tu t'incarnes pour, entre guillemets, accompagner un proche, tu vas pas vivre toi-même tes propres expériences durant cette incarnation. Donc moi, cette idée par exemple, de l'ange gardien qui se donne tout entier à une seule conscience incarnée, non, ça me parle pas tant que ça. Par contre, ça n'empêche pas une conscience puisse donner beaucoup, avec beaucoup d'amour, beaucoup d'intensité et de volonté. Ouais. Et en dehors de nos guides, donc de ces êtres, de ces énergies dont c'est la mission pour le coup, quelles autres énergies peuvent nous accompagner dans une incarnation? Tu vois, dans le subtil, hein, évidemment. J'ai envie de dire, encore une fois, c'est très vaste à chaque fois que je parle, mais c'est vrai que j'ai du mal à figer les choses. On peut très bien être accompagné par une mémoire, un égrégore. On diabolise les égrégores, mais parfois, en fait, un égrégore est plutôt une aubaine et un cadeau momentané. On peut être accompagné par des consciences issues de dimensions diverses et variées. On peut être accompagné par des êtres de la nature. On peut être accompagné par des consciences j'ai envie de dire végétale, animale. On peut être accompagné par une multitude de consciences. Tout dépend finalement de notre signature personnelle à nous. Quand je parle de signature, c'est vraiment cette personnalité subtile, cette signature c'est presque comme l'empreinte digitale, quoi. Il y en a pas deux comme la mienne, il y en a pas deux comme la tienne. Et en fait, j'ai envie de dire, on est composé d'autant d'énergie que de lignes sur notre empreinte. Et voilà, c'est ça qui va faire qu'on va se connecter plutôt à des consciences animales, des consciences végétales, des consciences de la nature, angéliques. Et comment est-ce qu'on peut conscientiser, tu vois, c'est peut-être pas nécessaire de le faire, mais quand on est incarné, comment on peut conscientiser tout cet accompagnement, la dimension de cet accompagnement, les différentes êtres qui nous accompagnent? Alors, il faudrait faire une mise à jour tous les jours parce que, encore une fois, d'expérience,
je me rends compte que parfois je suis accompagnée même pendant 1 heure de ma journée par une conscience subtile qui, je sais pas, qu'elle passait par là et puis elle s'est dit j'aime bien ce qu'elle fait, je vais intervenir et puis après je retourne. Elle a vu de la lumière. C'est ça. Pardon, j'ai oublié ta question encore une fois. Ben non, mais comment est-ce qu'on peut le connaître, le Oui, savoir comment on peut le quelque part, savoir? qui nous accompagne? Je pense qu'encore une fois, c'est une loi d'affinité. C'est-à-dire qu'on va se rendre compte au quotidien qu'on est attiré par un sujet, qu'on est attiré par une dimension particulière. Ça nous parle, quoi. On comprend pas trop pourquoi, mais à un moment donné, par exemple, on a envie de tout savoir sur les dragons, on a envie de tout savoir sur les archanges, on a envie de tout savoir sur les extraterrestres, de telle planète en particulier, ou de l'intraterre. Et tu vois, pour moi, c'est cette espèce d'affinité intuitive pour un sujet, c'est très grossièrement dit, hein, mais une dimension ou une signature particulière, ça montre qu'à un moment donné, il y a une connexion, il y a un truc qui se crée. Alors ça veut pas dire que parce qu'on s'intéresse aux extraterrestres, on est forcément un extraterrestre. Encore une fois, c'est pas parce que je m'intéresse au travail d'une personne que je suis cette personne, tu vois. Il y a vraiment juste une loi d'affinité qui peut nous donner de très gros indices sur ce à quoi nous sommes connectés, finalement, avec qui nous sommes connectés. Pour revenir à nos guides, est-ce que... tu vas me dire que ça dépend. Est-ce que nos guides ont été incarnés? Est-ce qu'ils ont été incarnés en même temps que nous? Ça peut. Ça peut, effectivement. Alors en même temps que nous, c'est-à-dire maintenant, avant, Non, en linéarité. Dans d'autres vies simultanées, imagine. Eh ben, c'est tout à fait possible, bien sûr. Parce qu'à partir du moment où un lien d'amour se crée, et là, on parle pas de l'amour, je t'aime et je veux me marier avec toi et on est des amoureux. Non, non, là, on parle vraiment du lien d'amour qui transcende tout, qui n'est absolument pas limité et qui, je pense, est l'un des seuls éléments de notre existence qui existe dans toutes les dimensions sans limite. À partir du moment où un lien d'amour se crée, il y a finalement un lien de conscience, un lien d'âme, et il y a des espèces d'interconnexions. Ça me fait un peu penser à la toile d'Internet, tu vois. Quand on fait des schémas de la toile d'Internet, on se rend compte que, en fait, il y a des connexions de partout. Et en fait, c'est tout à fait juste pour quelqu'un qui a vécu avec nous dans une autre existence de choisir, par exemple, de nous accompagner sur un autre plan après. Parce que ça va autant servir son évolution propre que la nôtre, et puis ça maintient ce lien, en fait, ce lien d'amour qui est juste un... Il n'y a même pas besoin de raison, parfois. c'est vraiment... ça transcende la raison, le pourquoi et les choses un peu figées, quoi. Ok. Quand on parle d'accompagnement, on imagine les guides qui sont là. Ça, c'est un concept facile à concevoir. Et puis, on imagine, parce que c'est aussi, je pense, notre représentation, notre manière de se le représenter, une sorte de hiérarchie au-dessus avec des anges et des archanges. Est-ce que c'est juste de se l'imaginer comme ça, premièrement? Et deuxièmement, quel serait, à la différence des guides, le rôle de ces autres énergies, de ces autres entités plus évoluées, si on peut le dire comme ça? Alors là, tu vois, c'est un concept que j'avais pas forcément pensé comme ça, mais on me l'envoie, enfin, je le perçois là, comme ça. On me montre comme un arbre généalogique où finalement le plus ancien, celui qui est au sommet de l'arbre généalogique, il pourrait être par exemple, si on doit donner des termes qu'on connaît, il pourrait être comparé, je sais pas, à Dieu. Alors vous l'appelez comme vous voulez, moi je vais l'appeler Dieu parce que ça me plaît comme ça. Et puis la branche d'en dessous, ça va être les archanges, et puis la branche d'en dessous, ça va être les anges, puis la branche d'en dessous, par exemple, ça va être les hommes. On va concevoir, je vais utiliser ces termes-là. Ben, ce qu'on est en train de me dire, c'est que finalement, comme je le disais tout à l'heure, Dieu décide de se manifester en s'individualisant d'une certaine manière. Donc de l'un, on passe à deux. Et puis ces archanges-là, finalement, eux-mêmes vont se densifier et donner, tac, 4 anges. La conscience étant légèrement plus limitée. Et puis finalement, ces anges-là vont décider de se densifier encore un petit peu, et ça va donner finalement l'incarnation des êtres humains. Donc en fait,
Là où on a l'impression qu'un archange c'est quelqu'un, un ange c'est encore quelqu'un d'autre mais qui n'a rien à voir, et puis un homme c'est encore quelqu'un d'autre qui n'a rien à voir, moi j'ai envie de dire, en tant qu'hommes, nous sommes tous issus de consciences plus vastes, que l'on pourrait nommer des anges, et puis ces anges-là sont issus d'une seule conscience plus vaste qui sont des archanges, et puis tout ça en fait ça nous mène à la source de tout ce qui est Dieu, l'univers, la source. Tout à l'heure, tu parlais de cet amour inconditionnel. Est-ce que tu penses qu'on peut accéder à cet amour dans l'expérience d'incarnation terrestre? Alors, oui, oui. D'une manière limitée, mais oui. Parce qu'en fait, cet amour dont je parle, c'est le socle de tout ce qui est. Et donc finalement, c'est imprégné dans tout, c'est tout en fait. Je sais pas comment expliquer ça autrement, c'est notre constitution. Le fait est que notre état de conscience étant limité, eh bien on va avoir accès à une fraction de cet amour inconditionnel. En tout cas, on va être capable de conceptualiser, de concevoir une fraction limitée de cette énergie amour. Mais je pense que plus on réussit à atteindre des états de conscience modifiés, plus on va pouvoir rendre vaste cette bulle de conscience de tout ce qui est de cet amour inconditionnel. Ok. Il y a certaines théories qui parlent du fait que l'expérience sur Terre, c'est une expérience, c'est une sorte de matrice, tu sais, on emploie souvent ce terme-là, et que quelque part, il serait très difficile de s'extraire de cette matrice d'un point de vue d'évolution. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Alors, c'est une extrême bonne question, parce que je disais justement il y a quelques jours à une amie que j'étais pas encore totalement au point sur cette idée-là. En fait, le questionnement que j'ai aujourd'hui, c'est est-ce que finalement, dans cette question de la matrice, on n'est pas encore dans une sorte de dualité où il faut sortir du mal pour finalement réaccéder de nouveau à ce qui est bien? Est-ce que finalement, cette matrice, matriarche, cette mère, comment dire, cet environnement mère qui fait qu'on existe en tant qu'être humain, ce n'est pas simplement une frontière qui nous permet de nous incarner sur Terre en ayant justement cette frontière de connaissance, tu sais, qui finalement, si cette frontière n'existait pas, on aurait cette omniscience, omnipotence qui ne permettrait pas l'incarnation individuelle et singulière telle qu'on la vit aujourd'hui. Alors je pense qu'encore une fois, quand on parle de matrice, il ne faut pas non plus penser qu'il n'y a qu'une matrice, parce que cette fameuse matrice, elle peut se décliner sur différentes dimensions. Il y a cette matrice que l'on peut contrôler et que l'on peut... Oui, j'ai envie de dire contrôler parce que c'est péjoratif comme terme quand je l'emploie, ce terme de contrôle. Donc, qu'on peut contrôler par le mental, par une volonté qui est même rarement juste. Et puis il y a cette matrice qui est finalement comme une sorte de structure, un petit peu comme on a besoin de murs dans notre maison pour définir un espace, parce que c'est quelque chose dont on a besoin en tant qu'être humain. Je pense qu'il y a différentes matrices. Il y a celles qui agissent de manière involutive, celles qui agissent de manière évolutive. Et dans tous les cas, je pense qu'on se détache de ces matrices-là lorsqu'on a atteint un certain état de conscience. Mais je n'ai pas encore d'avis figé. De toute façon, mes avis sont jamais figés. Mais en fait, disons qu'il y en a certains qui sont voués à durer un certain temps. Là, il n'y a même pas de quoi durer un certain temps. Voilà. On reviendra dans quelques temps, et puis je me serai questionnée un peu plus longuement sur cette question de matrice. Parce que je me permets quand même, il y a un truc qui me revient, c'est qu'effectivement, dans l'ouvrage d'Hermès Trismégiste, je crois que c'est la table d'émeraude, on parle notamment des 7 seigneurs de l'Amenti. Et ces 7 seigneurs de l'Amenti, pour moi, ils sont comparables aux 7 premières planètes du système solaire. Et pour moi, chaque planète est gardienne d'une dimension particulière. Ce qui fait d'ailleurs qu'on va de la planète la plus dense à la planète la plus gazeuse, à la plus subtile. Alors là, il manque des éléments de connaissance, mais
il y a des portes dans chaque planète, il y a des portes qui permettent de passer d'une dimension à une autre. Voilà. La Terre, elle échappe pas à cette règle-là. Et pour moi, quand on parle des 7 seigneurs de la Menti, c'est les 7 gardiens des 7 dimensions qui nous permettent d'aller de la densité jusqu'à l'extrême subtilité, mais aussi de l'ignorance à la connaissance, à la pleine connaissance. Et je pense que ces 7 portes, elles ont aussi un rapport avec ces étapes d'incarnation, ce chemin d'incarnation que l'on va vivre d'un début à une fin. Parce que ces 7 seigneurs de la Menti, ils sont les seigneurs de dimensions denses, plus ou moins denses, on va dire, à mon sens. Hein. Donc je pense que ces matrices, ce sont des matrices d'une certaine manière. Et une fois qu'on a réussi à se détacher des premières matrices, eh bien, on a accès à de nouvelles matrices plus vastes, jusqu'à ce qu'à un moment donné, on soit finalement dans une pleine liberté. Mais est-ce qu'il te paraîtrait possible que on soit maintenu dans cette matrice par d'autres énergies, d'autres entités, d'autres consciences qui souhaitent quelque part nous manipuler? C'est possible, c'est tout à fait possible, d'autant plus que moi je pars du principe que même dans l'air qu'on respire, il y a une multitude de consciences. Tout est conscience. Et encore une fois, de manière plus vaste ou non, c'est-à-dire que nous, on est en tant qu'être humain des petits fragments de la conscience Terre, par exemple. Donc j'ai du mal à imaginer qu'il n'y ait pas effectivement un certain... Alors, j'ai envie de dire une certaine maîtrise de notre existence et éventuellement un certain contrôle. De toute façon, au niveau sociétal, on se rend compte que tous nos faits et gestes et tout ce qu'on est, même en tant que personne, c'est finalement quelque chose qui a été orienté par une société qui est généralement dirigée par un groupe de personnes. Et on n'en a pas toujours conscience. Et on a bien vu tout ce qui s'est passé ces dernières années. J'en parlerai pas parce que j'ai pas envie non plus que cette vidéo soit... Mais on a bien vu ce qui s'est passé ces dernières années dans l'aspect du contrôle et de l'aliénation. Oui, clairement. Mais je pense qu'il ne faut pas oublier que le pire des contrôles, c'est celui d'êtres qui nous ressemblent en tout point. Et donc c'est finalement le contrôle imposé par d'autres êtres humains qui ont le même état de conscience que nous, mais peut-être pas forcément la même connaissance de l'invisible. Ce sont des personnes qui savent utiliser les différents outils dont ils disposent pour pouvoir contrôler, d'une certaine manière, une grande quantité de personnes. Ouais. Mais quoi qu'il en soit, notre ambition en tant que conscience, c'est quelque part d'évoluer, incarnation après incarnation, pour arriver à s'extraire de ça, on est d'accord? Ça veut dire que quelque part, il y a une notion de quelque chose de plus intelligent qui sait que notre objectif, c'est de sortir de cette matrice. Je dirais pas que l'objectif, c'est d'en sortir. Je dirais que l'objectif, c'est de la compléter. Parce que, encore une fois, sortir de quelque chose, ça fait entrer une notion d'espace et de temps. Parce que si tu veux sortir de quelque part, ça veut dire qu'à ce moment-là, tu es à un point A et que tu dois sortir jusqu'à un point B. Je dirais plutôt que c'est comme quelque chose qu'on doit compléter, comme un... comment expliquer ça ? J'essaie parfois de demander des images pour expliquer les concepts parce que c'est pas toujours facile à expliquer. Tu vois, moi, cette image que j'ai, c'est un petit peu les deux opposés qui finissent par se rapprocher tellement l'un de l'autre qu'ils deviennent un et pouf, ça redevient de la neutralité. Mais la neutralité, ça veut pas dire la non-existence. Ça veut simplement dire qu'il n'y a plus ni de gauche ni de droite, ni de haut ni de bas, il y a juste ce qui est. Dans toute sa splendeur. Et c'est vraiment comme ça que j'ai envie de le dire. Donc je pense que notre incarnation, c'est juste comme l'opposé d'une autre dimension d'existence. Et quand les deux se complètent, quand les deux deviennent similaires, bien elles forment ce tout que l'on fantasme tant. Donc c'est pas sortir de quelque chose, mais c'est le compléter. C'est le... Ah ouais. Il me manque des mots. Non, bon, on voit, enfin, moi, effectivement, sans pouvoir non plus l'expliquer, ouais. J'arrive plus à parler. Je vois ce que tu veux dire, effectivement. Ok.
Ok. Euh, Est-ce qu'on peut rater son expérience d'incarnation sur Terre? Raté, tu as dit? Ouais, rater. Je sais pas, je suis venu, je m'étais fixé tels objectifs, telles expériences, je suis passé complètement à côté. Alors, faisons une mise au point. Vas-y. On a été éduqués dans cette société dans l'idée qu'il faut réussir. Réussir selon certains concepts, selon certaines normes, selon des choses que l'on... selon des paliers de hauteur, des paliers de grandeur. Il faut atteindre la norme suprême. Hein. D'ailleurs, il y a une école quand même en France qui s'appelle Normal Sup. Tu vois, c'est vraiment l'élite, c'est l'élite de la normalité qui réussit vraiment. Waouh, c'est incroyable. J'ai envie de dire, si on sort de notre société, et par exemple qu'on va dans un autre pays qui a une société totalement différente, et qui n'a pas été américanisé, qui n'a pas été ordre mondial, si on sort de tout ça, de cette condition-là, c'est quoi réussir? Donc en fait, on se met tous une pression extrême à l'idée qu'il faut surtout pas passer à côté de notre incarnation, mais je crois que le meilleur moyen de passer à côté, c'est d'oublier qu'on est juste vivant, qu'on vit des expériences, qu'on fait des choix au fur et à mesure. Oui, effectivement, j'ai la sensation qu'on se donne comme des sortes de... j'ai même pas envie de dire d'objectifs, comme des sortes d'attraits, encore une fois, des espèces d'attirance pour des domaines, des choses. On arrive avec peut-être des prédispositions, on arrive avec des talents, et peut-être qu'effectivement, on ne va pas les utiliser. Est-ce que ça veut dire qu'on a raté notre incarnation? Ouah, franchement, ça rend la vie super chiante, quoi, de se dire ça. Ouais, ça me parle bien et effectivement, je crois que c'est ce que je dis dans l'épisode où je parle de mission de vie, où je dis qu'en fait, on peut pas rater son incarnation parce que quoi qu'il arrive, quoi qu'on fasse, le simple fait d'être incarné, c'est en soi d'apprendre, d'expérimenter, c'est quelque chose de positif C'est ça. qu'on se rajoute dans notre sac à dos. C'est exactement ça. Et pour préciser une petite chose, c'est que depuis quelque temps, je rajoute toujours un conseil après les accompagnements des personnes. C'est que souvent, je leur donne un conseil, je leur dis, bah, je pense que ça pourrait certainement vous faire du bien, etc. Mais n'oubliez surtout pas, le but, c'est de vous amuser. Amusez-vous. Ne vous donnez pas d'objectifs qui vous créent des angoisses. À partir du moment où on se crée une angoisse, en fait, on passe à côté de la base de tout, c'est-à-dire le plaisir d'expérimenter dans un monde qui est quand même absolument génial. Si on enlève l'humanité et ce qu'elle fait de tout ça, on enlève là nos conditionnements et nos sociétés, c'est quand même un monde assez extraordinaire. On s'extasie devant les paysages d'Avatar, mais en fait, il suffit de regarder notre Terre pour se dire « mais what ?» C'est rigolo que tu dis ça parce que dans une séance il y a très peu de temps, on a eu du coup un partage d'un guide qui nous disait, qui disait à la consultante, en réponse à sa question qui était comment comment être sûr que je vais être sur mon chemin. Le guide lui disait, bah, je sais pas, est-ce que tu es heureuse? Donc à partir du moment où tu es heureux et tu vas vers ce qui te rend heureux, c'est ça. Il n'y a plus de questions à se poser. C'est ça. C'est ça, et puis c'est vrai que ces dernières années, il y a eu un gros boom de la spiritualité, et on sait très bien que quand quelque chose devient une sorte de phénomène de mode qui est récupéré, c'est récupéré aussi selon les normes de la société qui les a récupérés. Et donc je pense que maintenant c'est extrêmement important de savoir faire la différence entre la spiritualité qu'on vit de l'intérieur et qui n'est pas... C'est pas une activité qu'on a entre 16 et 17 heures le vendredi soir parce qu'on a terminé le boulot. La spiritualité, c'est un état d'être. La spiritualité, c'est l'esprit, c'est nous. Donc il n'y a pas de gens spirituels et de gens qui ne le sont pas. Par contre, il y a des gens qui ont un attrait pour l'invisible et qui ont une connexion avec d'autres dimensions et d'autres qui sont très orientés sur la Terre. Être très orienté sur la Terre, moi je trouve que c'est une extrême qualité aussi, dans le sens où moi je préfère voir quelqu'un qui kiffe sa vie sur Terre que quelqu'un qui me dit « Ouais, mais moi tu sais, je suis un extraterrestre, je suis pas fait pour être ici, je préfère repartir. » Je le tiens moi-même ce discours, donc c'est de l'autodérision quand je dis ça. Tu vois, c'est...
Ouais, on en comprend bien la portée. C'est ça. Euh, pour les personnes qui essayent d'avoir cette connexion, en tout cas de travailler cette connexion avec les plans subtils, Mm. et je pense aux guides ou même peut-être aux défunts, aux signes des défunts, euh, est-ce que tu as une astuce à leur donner pour arriver à faire taire ce bavardage mental et justement pouvoir être à l'écoute de ces plans subtils? Alors, je pense que le meilleur moyen de faire taire ce bavardage, c'est de ne plus avoir d'objectif, justement. On parlait tout à l'heure de la notion, juste avant, de la notion d'objectif. À partir du moment où on a un objectif précis, euh, truc vraiment, genre, je veux ça, euh, on va faire naître des projections. Et ces projections vont imposer une direction aux choses. Et ça veut dire que comme il y a une direction, bah, si on en prend une autre, c'est qu'on a raté. Et donc, comme on a raté, on culpabilise, le cercle vicieux, et puis au final, on ressent rien du tout, parce qu'on est Ouais. dans nos inquiétudes. Je pense que c'est absolument important de ne pas avoir forcément d'objectif autre, encore une fois, que la volonté d'expérimenter et de s'amuser et de découvrir, de ne pas conditionner la manière dont ça doit s'exprimer. Et surtout, je, je priorise énormément et de plus en plus la notion de rituel. Je pense que le rituel, c'est un bon moyen, très 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 bon moyen. Je le pense même pas, je le vis. Je vis le rituel comme étant un moyen de, comment dire, créer une extension de soi dans des objets et consciences extérieures qui finalement va comme prendre en charge cette part d'émotionnel, cette part de volonté et de projection. On remet nos projections à quelque chose d'extérieur, donc ce qui nous reste en fait, c'est la curiosité et l'envie et le plaisir. Mais c'est aussi un moyen de se connecter à plus vaste. C'est aussi un moyen de catalyser le processus, dans le sens où la prière, ça peut être une prière religieuse ou non, ça peut être peu importe, elle va se connecter à une sorte d'égrégore positif qui est Mm. une réserve de potentiel en fait. C'est-à-dire que par exemple, moi je parle souvent des prières catholiques parce que j'en utilise. Le Notre Père ou le Je vous salue Marie, ce sont finalement des sortes de catalyseurs qui vont permettre d'accélérer le processus de connexion qui va permettre finalement de poser des bases. Moi j'utilise ces prières-là, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a que celle-là qui... Oui, parce qu'en Tu fait, vois. ces prières, ces intentions, elles ont une vibration, et cette vibration, elle te permet C'est de ça. te connecter à quelque chose Ce qui est plus puissant. important, en fait, c'est l'énergie plus vaste. Alors, ça peut être, si tu trouves des textes anciens de l'Égypte antique, même si tu as une phrase qui te descend tout cuit ou une demande à écrire, peu importe, en fait. Le rituel, c'est juste une mise en place qui pose une structure dans ta connexion avec l'invisible et qui te permet de ne pas te sentir seul responsable de ce qui va se passer. Je sais pas comment expliquer les choses mieux que ça. Parce qu'en fait, ce sont que des outils. C'est comme le pendule. En fait, le pendule, c'est pas juste un être extérieur, c'est une extension de soi. C'est un objet qui va densifier une volonté, un désir, un questionnement. Le rituel, la prière, c'est la même chose. Voilà. Alors, il y en a certains qui vont me dire ah, mais catholique, il n'y en a pas de religion, oh mon Dieu. Mais, mais voilà, c'est des chemins d'accès. Ça ne veut pas dire que c'est une finalité en soi. Ça veut simplement dire qu'on passe tous par des chemins d'accès, par des choses. Voilà, ce sont des outils à part entière. Finalement, ce qui va faire la connexion, c'est simplement notre intention et ce par quoi elle va diriger. Mais la première importance, ce qui est le plus important, c'est de maîtriser ses émotions et de maîtriser ses projections. Ok, super. Je vais terminer avec une dernière question, euh, qui est lorsque on croit percevoir, on ressent qu'on perçoit un signe, comment est-ce qu'on est sûr que c'est un signe d'un défunt et comment est-ce qu'on est sûr que c'est un signe d'un défunt en particulier, celui auquel on pense par exemple? On le sait. C'est quelque chose qui ne s'explique même pas vraiment avec des mots, dans le sens où, alors déjà, généralement, ça fait suite à une demande, qu'elle soit consciente ou non. Et justement, ça fait partie de ces informations qui se manifestent dans la matière par une sensation qui va bien au-delà de la matière.
Tu vois, dans les synchronicités, pour moi, il y a vraiment encore une fois, cette connexion d'amour. Je parlais tout à l'heure de l'amour interconnecté et de cette image de la toile d'Internet, là, c'est une toile d'interconnexion, bah, c'est ça. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on est connecté par l'amour à quelqu'un, et bah, c'est l'amour qui va se réveiller au moment où on va connecter matériellement avec un autre être. Tu vois que le corps réagit, le cœur réagit, la conscience réagit, on le sait. Tu demandes à quelqu'un qui a vécu une synchronicité, tu pourras lui dire par A plus B que c'était pas une synchronicité, il y aura toujours une part de lui qui saura que c'était le cas, en fait. Parce que ça dépasse un peu la raison, j'ai envie de dire. Et ben voilà, écoute, c'est parfait. Encore une fois, un grand merci à toi, Léa, pour toutes ces réponses à ces questions diverses et variées. Avec plaisir, c'était chouette. Et merci à tous les auditeurs qui nous écoutent, soit sur le podcast, soit sur les chaînes YouTube, nos chaînes YouTube respectives. Pardon. Merci infiniment à tous et toutes. Et merci pour vos retours parce que parfois vous venez me voir en privé pour m'envoyer un petit message et ça me fait toujours très chaud au cœur. Donc merci. Puis bah, merci à toi de m'avoir invité. J'adore l'exercice. J'espère que ça aura Avec intéressé plaisir. voilà, le monde. Super. Merci beaucoup. À bientôt.